Afin d'ancrer Guédelon dans une certaine vérité historique, le projet s'inscrit dans un cadre chronologique bien précis. Le château est conçu et construit selon les canons architecturaux des années 1230-1240 en France, sous le règne de Louis IX. La région de la Puisaye en Bourgogne était alors gouvernée par un certain Jean de Toucy, vassal du roi. Lui-même était le suzerain de nombreux autres nobles de rang inférieur. L'un d'entre eux aurait pu être le commanditaire d'un château semblable à celui que l'on construit aujourd'hui à Guédelon. Loin des dimensions d'un château royal faisant étalage de puissance militaire et de richesse, ce petit château-résidence est construit dans un style modeste, en rapport avec le rang et les moyens limités d'un petit seigneur imaginaire du nom de Guilbert. Aux côtés de Sarah Preston, l'administratrice du site, l'équipe explore quelques-unes des principales salles et chambres du château afin de découvrir comment sont décorés leurs intérieurs. Voici la grande salle. Grande, c'est le mot. C'est le cœur de la vie du château. La salle accueillait les banquets, les fêtes. Une véritable démonstration de puissance et d'éclat. Oui, il ne faut surtout pas oublier que ces murs en pierre nue vont disparaître. La grande salle était le centre politique et administratif du château. C'est ici que le seigneur tenait cour, où il recevait ses serfs pour qu'ils lui fassent part de leurs préoccupations et de leurs doléances. La plupart des rituels sociaux de la journée avaient lieu ici. Il était important que la décoration intérieure fasse éclater aux yeux des invités la richesse et le statut du maître des lieux. Durant les années à venir, la grande salle, aussi appelée la Aula, ainsi que la tour maîtresse adjacente, seront décorées dans le style d'un seigneur du XIIIe siècle et de sa dame. Voici la chambre seigneuriale, où le seigneur dormait avec femme et enfants. C'était un lieu de vie, comme l'indique la cheminée. Celle-ci peut être allumée, ce qui n'est pas le cas dans toutes les salles. Les murs de pierre sont nus, irréguliers et mal isolés. Mais à l'époque, ils auraient été crépis et peints. Peter et Tom vont se charger de peindre et de carreler certains espaces intérieurs du château, tandis que Ruth préparera la peinture. Voici le garde-manger. Mais avant cela, Sarah conduit cette dernière sous la grande salle, dans la cuisine qui est déjà décorée. Il sera aussi crépi et blanchi à la chaux afin d'éclaircir les murs. Regarde à quoi cela ressemblera. Je vois ce que tu veux dire. On passe de l'ombre à la lumière. Ça change tout. On n'est pas habitué à voir les murs intérieurs crépis et blanchis à la chaux. Mais cela change la vie de ceux qui travaillent dans la cuisine, parce que... La lumière est réfléchie. Oui, c'est comme si on allumait la lumière. Et c'est aussi beaucoup plus sain. Tout à fait. Ça tue tous les germes et empêche les insectes de se cacher dans les fissures. Une sorte de surface stérile que l'on peut repeindre au besoin. Nous n'avons pas encore eu le temps de crépir toutes les pièces. Nous avons d'autres priorités pour le moment. Mais une fois le gros œuvre achevé, nous crépirons l'intérieur des salles. Et aussi, je l'espère, l'extérieur du château. L'extérieur des châteaux était souvent crépi et blanchi à la chaux pour qu'il se détache dans le paysage. Une telle chose est impossible sur un monument historique, mais nous pouvons le montrer à nos visiteurs sur ce site expérimental. La tour de Londres était appelée la tour blanche, car ses murailles étaient blanchies à la chaux. La tour jouxtant la carrière, surnommée la tour de la carrière, aurait servi de corps de garde ou de salle de tir. Ruth met en pratique les techniques découvertes à l'église Saint-Pierre, dans la chambre destinée aux hôtes les plus prestigieux du seigneur et de sa dame. Il s'agit de la pièce du château la plus décorée à ce jour. Ruth utilise la peinture à base d'ocre rouge brûlé
pour redonner éclat aux fleurs dessinées sur le cou-siège. Bien entendu, les espaces domestiques du château devaient impressionner et donc être splendides. Tout était une question d'image et naturellement, cela passait par la peinture. Il ne s'agit pas de raconter une histoire religieuse comme dans une église. Il s'agit d'asseoir sa puissance et son prestige. Dans cette partie là-haut, on peut apercevoir des faux joints avec en leur centre une rose. À notre connaissance, il s'agit là du motif de décoration intérieure le plus typique du milieu du XIIIe siècle. Dans la tour de Londres, les murs de la chambre de la reine d'Angleterre en étaient recouverts. C'était très à la mode. L'une des caractéristiques architecturales des châteaux forts était bien entendu les latrines. Mais à l'époque, on parlait plutôt de garde-robe, car les vêtements y étaient souvent entreposés. On croyait en effet que l'odeur de l'ammoniac contenu dans les urines éloignait les parasites. Elles étaient généralement construites en encorbellement sur la face extérieure de l'enceinte du château, afin que les déjections tombent directement dans les douves en contrebas.